L'artiste marocain Amine Aube va livrer un concert aux couleurs de son prochain album le 29 mars 2014 à la Halle de la Gombe. L'annonce a été faite par lui-même au cours d'une conférence de presse. Ce journal vous est proposé par Alain Kuka Mbambi. Bienvenue à cette grande édition du journal télévisé, cette grande édition dominicale et vespérale. Nous recevons dans ce journal Madame Angélique Kikoudi, directeur général de l'Office national de l'emploi et vice-présidente de l'Association africaine des services d'emploi public. Avec elle, nous parlerons des assises qui sont tenues à Brazzaville du 12 au 13 mars dernier, des assises qui ont porté sur les politiques et stratégies de développement des ressources humaines, des SPE. Bonsoir, madame. Bonsoir. Voilà, un peu plus tard, nous recevrons également, dans le cadre du mois de la femme, Madame Claude Abegeya, qui est administratrice du groupe d'excellence service in Kinshasa, GSK. Madame, Messieurs, encore une fois, bonsoir. Nous débutons ce journal avec cette nouvelle sportive, cette bonne nouvelle. Eh bien, belle victoire cet après-midi de l'association sportive V-Club face au Kaizer Chiefs de l'Afrique du Sud. Le team vert et noir a battu au Stade Tata Raphaël l'équipe sud-africaine sur le score de 3-0. Il faut dire que cette rencontre comptait pour la phase allée de 8e de finale de la Champions League d'Afrique. Le match retour est prévu pour le samedi 29 mars prochain en Afrique du Sud, plus précisément à Johannesburg. Et puis du côté de Abidjan, belle opération pour le TP Mazembe qui a battu cet après-midi CO Sport sur le score de 2-1. Voilà, on me fait signe que le tout-puissant Mazembe a plutôt perdu le match, ce qui est triste. Sport toujours, suite aux incidents qui ont émaillé la rencontre FC Rangers Arc-en-Ciel comptant pour les préliminaires de la Coupe du Congo de football. Le comité exécutif de la FECOFA qui s'est réuni vendredi 22 mars a rendu public un certain nombre de décisions allant de la suspension à la radiation des dirigeants et athlètes. 3 joueurs des Rangers radiés avec extension internationale, 3 autres interdits d'exercer le métier de football pendant 10 ans, une suspension de 6 mois et de 12 mois respectivement pour le président d'FC Rangers et son secrétaire général. Telles sont les décisions prises le vendredi 21 mars par le comité exécutif de la Fédération congolaise de football, l'association, qui siégeait en flagrance suite aux incidents qui ont émaillé la rencontre des demi-finales du préliminaire de la Coupe du Congo, Arc-en-Ciel FC Rangers au Stade Tata Raphaël de la Kétule. Au-delà de ces décisions, le comité exécutif veut rappeler qu'il n'y a plus de droit de citer dans ce pays, sur toute l'étendue de la République, à ce genre de comportement qui n'honore pas la pratique du football. Par voie de conséquence, le comité exécutif s'est résolu à décréter une tolérance zéro sur les incidents qui commencent à se passer au niveau de nos stades. Soucié de l'image et de l'honorabilité du football congolais, l'institution fêtière du football en RDC tient mordicus à sanctionner les antivaleurs qui rongent les ballons ronds congolais. En prélude de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose célébrée le 24 mars de chaque année, le ministre de la Santé publique, le docteur Félix Kabange, s'est adressé à la population. Le but de sa communication a été notamment d'éveiller une fois de plus les consciences face à cette maladie. Et le thème national retenu pour 2014 est « Ensemble, mobilisons-nous contre la tuberculose, 0 décès dû à la tuberculose chez l'enfant ». Les propos du ministre ont été recueillis par Patricia Bassois. Congolaises, Congolais, chers compatriotes. La tuberculose est toujours parmi nous et frappe un tiers de la population mondiale. Ce lundi 24 mars, le monde entier commémore la journée mondiale de la tuberculose, JMT 2014 ainsi. Au niveau national, le thème est « Ensemble, mobilisons-nous contre la tuberculose. 0 décès dû à la tuberculose chez l'enfant. » La journée de la tuberculose est un appel mondial à la mobilisation politique et sociale pour favoriser la lutte contre la tuberculose. Elle vise à renforcer la sensibilisation du public que la tuberculose reste aujourd'hui une épidémie dans une grande partie du monde, causant la mort de près d'1,5 million de personnes chaque année, principalement dans les pays en développement. Notre pays
la République démocratique du Congo est le 10e pays de la planète le plus affecté par la tuberculose et le 3e État africain subissant le poids de cette maladie. Ce constat explique clairement pourquoi la tuberculose est un problème de santé publique. Ainsi, notre gouvernement a déclaré la tuberculose urgence nationale en 2006. La République démocratique du Congo s'est armée pour faire face à la tuberculose et enregistre des résultats positifs, mais la maîtrise de cette maladie ou son éradication requiert plus de moyens et de ressources humaines qualifiées. En effet, d'un côté, le programme national de lutte contre la tuberculose a besoin de médicaments antituberculeux et d'un personnel soignant qualifié pour traiter et guérir les malades, mais de l'autre côté, ce programme a besoin de s'appuyer sur une communauté nationale mobilisée, des acteurs communautaires qualifiés et une société civile agissante qui véhicule les messages pour casser la chaîne de la transmission et prendre le contrôle de la tuberculose dans le pays. Voilà, un esprit sain dans un corps sain. Ceux qui sont en bonne santé pourront certainement aller danser le samedi 29 mars 2014 à la Halle de la Gombe où l'artiste musicien marocain Amin Ob va se produire pour annoncer les couleurs de son nouvel album. Il a animé ce 22 mars une conférence de presse à l'Hôtel Royal au cours de laquelle ont pris part José Moussangana, Claude Toumba et Damien Mahongo. Deux rythmes qui s'entrelacent, deux cultures qui s'entremêlent. Ce brassage de sonorités n'est rien d'autre que le style afro-rock. Son initiateur, Amin Ob, a éclairé les journalistes sur la sortie de son album dont les couleurs seront annoncées le 29 mars prochain à la Halle de la Gombe. Donc pour le style, c'est effectivement un mélange qu'on a appelé afro-rock, parce que c'est l'énergie rock à la base, mélangé avec des différents rythmes de différentes régions d'Afrique, et notamment le Congo. Alors l'album qui arrive bientôt s'appelle Jouj Kelmat. Ça veut dire, deux mots en arabe qui veulent dire deux mots, c'est Jouj Kelmat. Et donc qui arrive en mai. Et donc le 29, déjà le samedi prochain, 29, on va annoncer l'album avec un concert à la Halle de la Gombe. J'espère que le public répondra présent à cette occasion. Il y aura de la musique, ça va vibrer au rythme du monde, voilà, comme on dit. Je crois que le public congolais va se retrouver à travers sa musique et j'espère qu'on pourra lui donner une porte vers d'autres sonorités. Je sais que le public congolais est vraiment mélomane et c'est-à-dire très fan de musique. Donc c'est un moment de magie qu'on veut partager avec le public, voilà. Prenez donc rendez-vous avec l'artiste le samedi prochain à l'Institut français pour découvrir cette musique de recherche qui lotit l'esprit. Voilà, vous l'avez sans doute compris, nous abordons la partie rétrospective de ce journal. Vous savez, le président de la République, Joseph Kabila, a inauguré officiellement hier samedi 22 mars à l'hôpital du cinquantenaire dans la commune de Lingwala. Cette nouvelle institution médicale a été placée sous la gérance de Padiyat Healthcare. Elle soignera les Congolais à un prix abordable et selon les normes qui devront réduire sensiblement l'expatriation médicale. Patricia Basso et Joseph Belebele. Autrefois, bassin d'eau, il se révélait impossible d'ériger un bâtiment en ce lieu appelé Pakadjouma. Mais aujourd'hui, grâce au président de la République, ce rêve est devenu réalité. Le programme 5 chantiers a doté à la République démocratique du Congo d'un joyau qui lui permettra de se soigner en bonne et due forme et à un prix abordable. À en croire le gérant de cet hôpital, M. Padiyat, tous les matériels de l'hôpital moderne du cinquantenaire est informatisé et couvre à toutes les spécialités. Il y a surtout un centre spécialisé dans l'implantation des organes et la République démocratique du Congo sera le second pays après l'Afrique du Sud à l'avoir. Aujourd'hui, il y aura moins de déplacements, donc aller à l'étranger pour des soins appropriés ne sera qu'une exception. Mais la règle désormais
est de venir se faire soigner ici en République démocratique du Congo. C'est-à-dire que l'Afrique tout entière, même d'autres pays européens, pourquoi pas, aimerait bien venir se faire soigner ici, comme ce fut le cas dans les temps. Il faudra noter également que 40 millions de dollars seront investis pour l'expansion de cet hôpital dans les jours à venir par le groupe Adiat Healthcare. Il construira un grand centre de cancérologie et souhaite que tous les alentours de l'hôpital deviennent un quartier destiné au personnel médical pour le bien-être de celui-ci. Voilà, tout à l'heure, une petite discussion s'est engagée ici au studio. L'hôpital du Cinquantenaire se trouve bel et bien dans la commune de Kasavubu et non Lingouala, comme je l'ai dit tantôt, c'est à la frontière. Voilà. Madame Angélique Kikoudi, vous êtes directrice générale ou directeur général de l'Office national de l'emploi et vice-présidente de l'Association africaine de services d'emploi public. Déjà, avec cet hôpital qui a été inauguré, peut-on dire qu'il y a des emplois qui seront créés? Merci beaucoup. Je crois que c'est une grande joie pour nous de voir de nouvelles entreprises naître et des entreprises performantes. Il n'y aura pas que des emplois, nous espérons que ce seront des emplois décents. Ça veut dire que le personnel va travailler à plein régime et sera quand même payé décemment. Et surtout des emplois durables. Des emplois durables. C'est notre grand espoir et notre souhait. Bien, si nous avons invité ce soir, c'est pour parler de la rencontre de Brazza. Comme je l'ai dit tantôt, il s'est tenu à Brazzaville la rencontre de tous les directeurs généraux membres de l'Association mondiale des services d'emploi public, AMCEP. Et cette rencontre s'est articulée autour du thème politique et stratégie de développement des ressources humaines des SPE. Mais avant d'en parler, nous allons d'abord suivre ce reportage que nous avons réalisé à partir de Brazzaville. Malgré un taux de croissance économique moyen de 5 à 6% en Afrique, la situation de l'emploi ne s'est guère améliorée. Il n'y a toujours pas une corrélation entre le taux de croissance et la création d'emplois. Pour trouver des solutions aux problèmes de chômage et de pauvreté qui minent le continent, il faut certes booster les investissements, mais également trouver une nette adéquation entre les compétences des ressources humaines, des services publics d'emploi et les attentes des demandeurs d'emploi. Voilà pourquoi, avec l'appui de l'Association mondiale des services d'emploi public, les directeurs généraux membres de l'AMCEP se sont retrouvés du 12 au 13 mars à Brazzaville pour échanger, débattre et proposer des pistes de solutions en vue d'adopter des meilleures politiques et stratégies de développement des ressources humaines des SPE. Comme l'a si bien souligné le ministre congolais de l'enseignement technique professionnel, de la formation qualifiante et de l'emploi, Serge Blaise Oniaba, c'est par la formation que la compétence acquiert pour devenir une ressource pour l'entreprise. Pendant les travaux, la problématique de l'organisation et du fonctionnement des services publics d'emploi a été examinée à la loupe. La République démocratique du Congo, représentée à ses assises par le directeur général de l'Office national de l'emploi, Angélique Kikoudi Eliane, a partagé son expérience en la matière. En effet, l'ONEM s'est positionné aujourd'hui comme un acteur pivot sur le marché du travail en RDC, malgré la faiblesse des moyens financiers et matériels. L'hôte des assises de Brazzaville, André Nyanga Elenga, directeur général de l'Office national de l'emploi et de la main-d'œuvre et président de l'Association africaine des services d'emploi public, a rappelé l'engagement des chefs d'État africains pris à Ouagadougou et Malabo de combattre le chômage et la pauvreté à tout prix. Voilà, Madame Angélique, en ce qui concerne les attentes et les résultats pour parler de ces assises de Brazzaville, que peut-on retenir aujourd'hui? Merci, Monsieur Alain. Vous savez, ce qui est bien avec l'Association mondiale des services publics de l'emploi, c'est que ces rencontres sont très régulières, c'est 2 fois par an. Donc, même s'il y a des points pour lesquels on traîne encore le pas, on sait que lors des prochaines rencontres, on peut avoir des résultats positifs à annoncer. Nous attendons beaucoup parce que nous avons réaffirmé le partenariat que nous avons ensemble entre nous, mais surtout le partenariat qu'il y a entre les services publics de l'emploi de l'Afrique et ceux de l'Europe. Vous avez vu, la présidente est suédoise, c'est une présidence tournante. Elle est suédoise, le service public de l'emploi suédois est très actif et a promis beaucoup de choses. Mais chez eux, ce n'est pas seulement promettre. Quand vous êtes en partenariat, on sait qu'ils vont se manifester, mais la limite, comme vous le savez, c'est la langue.
D'ailleurs, je crois que tout le monde a ri dans la salle quand quelqu'un a demandé « Mais comment prononce-t-on le nom du service public de l'emploi de la Suède ?» Mais il y a aussi les organismes internationaux tels que le Bureau international du travail qui est notre support, qui est notre... disons, parce qu'il faut dire qu'il y avait les experts du BIT, du PNUD et de la BAD. Exactement. Tous ces gens nous portent vraiment, mais évidemment c'est dans le cadre des coopérations bi- et multilatérales. Donc ça doit passer par le jeu des coopérations avant d'arriver à nous, les services publics de l'emploi. Mais n'empêche que c'est nous qui faisons monter les besoins à ces niveaux-là. Donc je crois que c'est déjà une bonne chose que nous soyons toujours présents à ces assises et que nous puissions ramener chez nous les expériences et les bonnes pratiques des autres. Alors pourquoi avoir mis un accent sur le développement des ressources humaines, des SPE? Vous pensez que pour qu'il y ait une bonne régulation du marché de l'emploi, il faut d'abord renforcer les capacités du personnel ou des personnels des SPE? Absolument. Comment voulez-vous donner aux autres des services que vous ne connaissez pas ou que vous ne savez pas vous rendre à vous-même? Le conseiller ou le technicien du service public de l'emploi doit connaître le fonctionnement des entreprises, doit connaître comment évoluent les ressources humaines et surtout comment le personnel ou la main-d'œuvre qu'elle va placer est traité, quelles sont les possibilités d'avancement. Il ne faudrait pas que les gens arrivent là-bas à faire des carrières planes où ils n'avancent pas, ils sont là des années sans perspective de perfectionnement et même de positionnement à des niveaux supérieurs. D'autre part, les résultats, pour qu'une entreprise puisse recueillir le mieux de son personnel, il faut que ce personnel soit vraiment pris en charge, soit formé, remis à niveau à tout moment et réévalué à tout moment. Donc c'est pour ça que les services publics de l'emploi veulent se positionner comme des entreprises performantes avec un personnel performant, formé vraiment à la pointe du progrès. Au cours de ces assises, il y a eu un partage d'expérience. Vous avez représenté la République démocratique du Congo, quoique vous êtes aussi vice-présidente de l'AACEP. Au cours de ces assises, puisque vous avez eu ces partages d'expérience, est-ce que la République démocratique du Congo est-elle en avance, là, par rapport aux autres SPE africains? Nous ne sommes pas allés pour une compétition. Nous allons mettre sur la table nos expériences. C'est vrai qu'il y en a qui sont très avancés ou avancent très vite et d'autres qui traînent un peu. Vous savez d'où vient le service public de l'emploi de la RDC? Le chemin a été très long et laborieux. Oui, justement, les gens disent on n'entendait pas parler de l'ONEM. Maintenant, de plus en plus, on entend parler de l'ONEM. Cela est dû à quoi? Est-ce qu'ils ont reçu des moyens? J'espère en bien. Les moyens, c'est d'abord les hommes. La première ressource d'une entreprise, c'est les hommes, et nous en avons. Et nous en avons qui sont vraiment prêts à se perfectionner, à se faire renforcer leurs capacités. C'est un personnel très volontariste. Je pense qu'avec un peu de ressources et beaucoup de motivation, ils peuvent arriver à rendre de très grands services et à rendre aux autres, à se rendre à eux de grands services et aux autres aussi. La deuxième question, c'était quoi? C'était encore... oui, ça se passait en Afrique centrale et vous savez que nous sommes vice-présidents de la zone Afrique centrale. Donc c'était chez nous. Il n'y avait pas moyen que nous puissions être absents. En 2012, nous sommes allés pour une passation de pouvoir dans une délégation aussi forte que celle que nous avons conduite la dernière fois. Donc nous sommes très actifs au niveau de notre sous-région et nous pensons le rester, même si nous n'avons plus ce mandat de la vice-présidence.
nous pensons que notre service public de l'emploi doit arriver à se positionner au même niveau que les autres. Alors, nous allons devoir vous libérer parce que vous avez multiples occupations. Dernière question, quelles sont les perspectives pour l'ONEM? Nous savons que vous avez lancé un site web. Vous avez aussi posé la première pierre pour la construction de votre propre bâtiment administratif. Quelles sont les perspectives? C'est en gros ce que vous avez décrit. Nous devons arriver à avoir notre propre siège. La révolution de la modernité nous y oblige. Nous devons nous positionner comme les autres. Notre site, nous voulons vraiment le vulgariser, passer dans les milieux d'intellectuels, chez les jeunes qui sont les plus grands utilisateurs de ce site. Aujourd'hui, je crois que les services m'ont annoncé une affaire de 1000 visiteurs déjà, 1500. C'est déjà une bonne chose. Nous pensons que les gens ressentent le besoin de l'utilisation de ce site. Nous pensons qu'avec un peu de dynamisme, nous allons arriver à percer le plafond de verre qui avait été fixé, placé au-dessus de nos têtes, et que l'ONEM ira de l'avant. Bien, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes Madame Angélique Kikoudi, directeur général de l'Office national de l'emploi et vice-présidente de l'Association africaine des services d'emploi public. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, monsieur le journaliste. Jean-Louis Miaswekama revient sur la phrase de la semaine. Aujourd'hui, il nous propose une phrase partant de la visite des secrétaires généraux de l'administration publique à la primature. Les secrétaires généraux en visite à la primature. Le locataire des lieux, le Premier ministre, leur ouvre son cœur. Des gens peuvent croire que la bancarisation s'est faite comme sur un boulevard du 30 juin. Non, il y a eu des menaces physiques. Nous allons faire exploser cette ville en feu à sang si vous bancarisez. Le chef de l'État a dit, chez le Premier ministre, bancarisez. Vous pouvez avoir le meilleur cabinet possible, ministre, Premier ministre. Si vous n'avez pas l'administration, qui est la colonne vertébrale du fonctionnement d'un pays, vous ne pouvez rien faire. La charge publique, c'est pour les autres. Vous êtes secrétaire général, c'est pour les autres. Vous êtes ministre, c'est pour les autres. Un fonctionnaire, un poste, un salaire. J'adhère à cette thèse. Le président de l'association des secrétaires généraux actifs parle. Aujourd'hui, vous vous envoyez une lettre avec copie au Premier ministre. 48 heures après ou 72 heures après, vous avez la réaction et il répond, il vous dit ce qu'il pense. C'est exceptionnel. Les réformes de l'administration sont essentielles. Nous avons dit par exemple à ce qui concerne la bancarisation, une très belle initiative. Ça nous a aidé à maîtriser l'effectif, mais nous devons le parachever par la validation des cadres organiques parce qu'à ce moment, il y aura un agent, un poste, un salaire. Or aujourd'hui, on peut avoir certaines administrations où il y a un poste, 10 agents et 10 salaires. La semaine prochaine, une autre sélection, la mienne, pour vous. J'en viens à notre deuxième invité, je l'ai annoncé en début du journal. Il s'agit de Madame Claude Abengueya, administratrice du groupe d'excellence Service in Kinshasa, GSK. Bonsoir Madame. Bonsoir Monsieur. Vous organisez donc demain un séminaire sur le leadership de la femme dans le milieu professionnel, facteur d'émergence et de la cohésion nationale. Pourquoi avoir choisi ce thème? Nous avons choisi ce thème parce que nous avons des objectifs pour le mois de la femme. Alors, ce sont lesquels ces objectifs? Le renforcement des capacités, le leadership fort de la femme, et puis le rassemblement de la femme dans des entreprises. Les femmes doivent dialoguer entre elles, parler entre elles. Et pour le moment, vous vous êtes rendu compte que les femmes ne dialoguent pas entre elles? Non. Il n'y a pas cohésion nationale. Vous avez mené des études là-dessus? Nous avons mené des études. On a trouvé que les femmes ne se parlent pas entre elles. Les femmes ne se communiquent pas. Cela est dû à quoi, à votre avis? Cela est dû, je pense que ça va de nos coutumes aussi, de nos traditions. Les femmes sont un peu jalouses entre elles.
Alors on a dit il faut que les femmes soient formées. On doit se parler entre nous. Si on se parle, on va savoir qu'est-ce qui se passe entre nous. Comme ça, on va aller de l'avant. Et vous attendez à recevoir combien de participantes? Nous attendons à recevoir 300, 400 participantes de toutes les couches. Donc la rencontre aura lieu demain à la paroisse Notre-Dame. À la grande salle de Fatima. Et quelles sont vos attentes par rapport à cette rencontre? À part les objectifs, vos attentes, vous attendez à quoi et à quel résultat? Nous attendons à un rendement meilleur des femmes. À l'issue de cette formation, les femmes doivent sortir de cette formation avec quelque chose de positif. Quelque chose de positif. Elles doivent savoir changer de mentalité, changer la façon de voir les choses. C'est ça notre objectif. Et quand vous dites que le leadership de la femme dans le milieu professionnel, c'est un facteur d'émergence et de cohésion nationale, vous le pensez vraiment ou vous le dites comme ça? Non, nous le pensons, nous sommes sûrs de ça. Sans formation, il n'y a pas émergence. Les femmes doivent être formées. C'est pourquoi on a mis un accent sur la formation. On a tenu compte de ça. Parce que si les femmes sont formées, il y aura un rendement meilleur dans des entreprises. Il y aura émergence. Il y aura... qu'est-ce que je peux dire? Il y aura beaucoup de changements. Et vous parlez de la cohésion nationale. Est-ce que vous pensez que en politique aujourd'hui, les femmes ont fait leur preuve, elles ont fait preuve de leadership en politique aujourd'hui? Oui, je suis très positif. Je trouve que les femmes commencent à faire preuve de leadership en politique. Ça, je suis convaincue que les femmes commencent à faire quelque chose de positif. Justement, parlons de la politique. La majorité présidentielle a opté pour l'organisation des élections des députés provinciaux au suffrage universel indirect et envisage sérieusement l'idée de faire initier, le cas échéant, par qui de droit une consultation référendaire, notamment en ce qui concerne la représentativité de la femme, entre autres au sein des entreprises publiques. C'est l'une des conclusions de la rencontre de jeudi dernier à Kingakati entre l'autorité morale de l'AMP, le président Joseph Kabila et les membres de sa famille politique. Le porte-parole de l'AMP, Luzanga Chamandevu, est revenu sur le sujet vendredi face à la presse. Reportage. Parole de la majorité présidentielle Luzanga Chamandevu. La rencontre de jeudi 20 mars entre le président de la République, autorité morale de la MP, et ses partisans s'est attardée sur des questions d'intérêt vital pour la nation, comme par exemple la consolidation de la démocratie. Il a évoqué la nécessité impérieuse de consolider le processus démocratique afin de pouvoir conjuguer les élections avec les impératifs de la stabilité et de l'unité nationale. À cet égard, la majorité présidentielle a résolu de soutenir pour le processus. Le président de la République a dénoncé les rumeurs lui prêtant les pires intentions, notamment celles consistant à fouler aux pieds la loi fondamentale, donc la Constitution. Il a déclaré qu'il ne sera jamais question pour lui-même et sa famille politique de comploter contre la République ou contre la Constitution. Il est le garant de la Constitution qu'il a toujours respectée et qu'il continuera à respecter dans toutes ses articulations, de l'article 1er jusqu'à l'article 229. Qui vivra verra, dit-on. Entre-temps, le président Joseph Kabila a réitéré son engagement de donner corps aux résolutions pertinentes des concertations nationales. Et à propos, la formation du gouvernement de cohésion nationale semble imminente. Voilà, Madame Claude Abengueya, nous allons mettre un terme à ce journal. Donc, nous rappelons que vous organisez demain un séminaire à la paroisse Notre-Dame de Fatima, séminaire à l'intention des femmes. Donc, celles qui n'ont pas reçu des invitations peuvent venir également. Si, elles peuvent venir. Ok. Elles seront les bienvenues. Merci beaucoup. Donc, ça porte sur le leadership de la femme dans le milieu professionnel. Je rappelle que vous êtes administratrice du groupe d'excellence Service in Kinshasa, GSK. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec les informations, c'est lundi dès 7h30. Moi, je vous retrouve samedi et dimanche prochain. Entre-temps, portez-vous bien. Excellent sur le programme, sur Antena. Merci à vous tous qui nous suivez à partir de Abidjan, notamment sur Canal 142. Bonsoir. Bonsoir.